Des plages qui disparaissent, des maisons qui tombent dans la mer, un phénomène devenu banal sur les côtes du monde entier. Golfe du Mexique, Brésil, Floride, baie du Bengale, delta du Nil, 60% des plages dans le monde seraient concernées. L'Afrique de l'Ouest est particulièrement touchée. De Dakar à Abidjan, de Cotonou au Cap, la mer grignote les côtes africaines à raison d'1 à 6 mètres par an, estime une étude du professeur Ibrahim Faye. Pourtant, c'est sur le littoral que sont concentrées la plupart des capitales, que ce soit Nouakchott, Dakar, Conakry, Freetown, Monrovia, Lomé, pour ne citer que ces capitales. C'est là aussi que vit l'essentiel de la population. L'érosion côtière, un phénomène naturel aggravé par l'élévation du niveau de la mer. La conférence de Paris sur le climat s'est attardée sur le sujet. Mais quelle est la réponse de la COP à la problématique? Mesdames, Messieurs, bonjour. Vous êtes sur SICA et c'est bien sûr l'émission Angle de vue. L'érosion côtière fait des ravages, plusieurs capitales africaines menacées. Quelle est la réponse de la COP 21 à cette question? Eh bien, c'est le premier débat de l'émission. On verra en second lieu si une alternative s'offre donc au littoral ouest africain face à l'érosion côtière et au changement climatique. Mais avant de retrouver donc le débat, voici le point de l'actualité en Afrique et dans le monde. C'est le flash de l'information. Des blocs de pierre projetés sur les routes isolent mercredi 4 localités côtières dans l'est de Cuba du reste de l'île. Au lendemain du passage de l'ouragan Matthew, la province de Guantanamo a été violemment balayée mardi soir par de fortes averses, de vents violents atteignant jusqu'à 220 km/h et d'importantes lames de fond provoquées par Matthew qui a quitté les côtes cubaines dans la nuit pour se diriger vers les Bahamas. Le Bureau d'assistance aux désastres à l'étranger, une branche de l'agence américaine USAID, a mis sur pied une équipe pour aider les plus pauvres pays des Amériques, alors que le puissant ouragan Matthew a atteint Cuba, laissant au moins 7 morts en Haïti et en République dominicaine. Le puissant ouragan a détruit en Haïti des dizaines de maisons et entraîné l'évacuation de plusieurs milliers d'habitants. Un bibendum, bardé de sacs en plastique remplis de ses ordures, se promène dans New York depuis 2 semaines. C'est Rob Greenfield qui espère attirer l'attention sur la quantité de déchets générés par les Américains. Depuis plus de 3 ans qu'il s'est lancé dans l'activisme, Rob Greenfield dit avoir vu de nombreuses mentalités évoluer, mais les changements touchent plutôt la nature de ce qui est consommé que les quantités. Voilà, le plateau de votre émission Angle de vue de ce jour reçoit pour vous des personnalités. Dr Moïse Marcelin Aclé, géo-environnementaliste, expert en climatologie et écologie, ancien coordonnateur régional pour l'Afrique de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification basée auprès de la BOABAD, la Banque africaine de développement, initiateur du projet Alada 3000, Dr Moïse Marcelin Aclé. Bonjour et bienvenue sur le plateau de SICA. Merci, Monsieur le Président. Alors, j'ai également avec moi l'ambassadeur Rogatien Biaou, diplomate de carrière, acteur clé de la rédaction et de la négociation de plusieurs conventions et autres instruments juridiques relatifs donc à l'environnement et au développement. Monsieur Biaou, bonjour également. Merci de répondre à notre invitation. Merci, Monsieur le journaliste. Bonjour. Voilà, mesdames, messieurs, je vous propose donc de retrouver le débat juste après cette transition. Alors, les grands barrages sur le fleuve Sénégal, par exemple, l'urbanisation intensive du littoral ont contribué à l'accélération de l'érosion depuis 20 ans. Les scientifiques affirment que le phénomène est aggravé par l'élévation du niveau de la mer due au changement climatique. Les satellites mesurent cette hausse en continu depuis 1992 et le niveau monte en moyenne de 3 mm par an. Alors, le dernier rapport du GIEC prévoit une hausse de 26 cm à 98 cm d'ici à la fin du siècle et plus encore après 2100 si aucune mesure n'est prise pour ralentir le phénomène. Alors, l'ambassadeur Biaou, 195 pays s'étaient retrouvés à Paris autour du climat. Vous les voyez poursuivre le même objectif? Les mêmes objectifs, ce serait trop dit, parce que les pays en développement ne poursuivent pas les mêmes objectifs que les pays développés. Et au sein des pays en développement, les pays producteurs de pétrole ne poursuivent pas les mêmes objectifs que les autres pays en développement.
Et aussi, les petits États insulaires en développement ne poursuivent pas les mêmes objectifs. Si nous prenons le cas général des pays en développement, notre objectif, c'est de faire en sorte que l'accord de Paris prenne en compte les mesures pour l'adaptation. Parce que nous ne sommes pas grands producteurs de gaz à effet de serre. Pour les pays producteurs de pétrole, oui, qui sont des pays en développement aussi, mais le pétrole est l'élément, l'agent qui favorise les émissions de gaz à effet de serre. Or, c'est la base de leur richesse. Tout à fait. C'est la base de leur production nationale. Donc, eux, ils se battent pour qu'on ne prenne pas des mesures ou des dispositions qui les empêchent de continuer à produire le pétrole. Les petits États insulaires en développement sont les plus menacés, les plus vulnérables. Donc, si rien n'est fait pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre, ils sont appelés à disparaître. Donc, ils poursuivent des objectifs beaucoup plus durs, plus fermes, pour que la communauté internationale s'engage de manière sûre pour la réduction des gaz à effet de serre. Maintenant, quant à ce qui concerne les pays développés, ils sont lancés dans un processus de développement. L'agenda 21 de Rio en 1992 proclame et prône qu'il faut passer à une production et à une consommation diversifiée, donc changer de mode de production et de consommation. Ce que les pays développés ne sont pas prêts à faire parce qu'ils estiment que cela va réduire leur train de vie et aussi ça va diminuer leur croissance et la production de richesses. Donc, c'est des objectifs différents que les parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques poursuivent. Voilà, Dr Moïse Aklé, vous avez suivi donc l'ambassadeur Rogatien Biaou. Constatez que c'est de façon disparate que nous y sommes allés. Je prends seulement les objectifs. Alors, est-ce que vous pensez que de ce point de vue, véritablement, les pays en développement comme le vôtre, dont je veux parler par exemple du Bénin, ont eu certaines chances à travers cette convention sur le climat à Paris? Merci, monsieur le journaliste. C'est évident que nous n'avons pas les mêmes problèmes à défendre. Nous avons des enjeux totalement personnels pour nous, pays en développement, notamment les pays du Golfe de Guinée. Quel était le problème et quels sont les enjeux pour l'Afrique et surtout le Bénin? Le réchauffement climatique qui entraîne la montée du niveau marin et l'envahissement par les eaux marines des zones côtières et l'engloutissement des petits États insulaires, plusieurs États africains, comme vous le savez, sont situés sur le littoral. Depuis le détroit de Gibraltar, depuis donc Tanger, les villes comme Tanger, jusqu'au Caire, en contournant toute l'Afrique, jusqu'au Caire, parce qu'il y a aussi des pays africains qui sont au bord de la mer Rouge, qui va aussi connaître une montée, parce qu'il y a une montée générale. Ensuite, les pays situés sur le littoral de l'océan Indien jusqu'en Afrique du Sud. Voilà un peu le décor au niveau africain des villes et des enjeux maintenant qui sont en question. Les enjeux, je partirai surtout du cas du Bénin. Vous savez, le Bénin, notre pays, situé sur le golfe dit du Bénin, un peu comme donc la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Togo et le Nigeria, le Bénin est particulièrement concerné par le niveau marin parce que le pays lui-même est à un niveau qui est tout à fait pratiquement niveau zéro. Le niveau zéro. Et cela, quand on parle d'envahissement de la mer, parce qu'il suffit de la moindre chose, une petite tempête au niveau de l'océan Atlantique, pour que Cotonou connaisse des tempêtes, comme ce qui s'est passé la dernière fois, il y a quelques semaines, et il y a eu une petite tempête, ce que les anglophones appellent des surges, et ce surges a mené, alors qu'on avait déjà mis des ouvrages, comme les épis là, que la mer est franchie, là où on l'avait
stabilisé, il a franchi, et entre deux épis, il a pu venir sur le continent, sur la terre ferme. Moi, ma maison est tout près de cette zone-là dont je vous parle. Et moi qui pensais que j'étais plus ou moins à l'abri, j'ai retrouvé la mer au niveau pratiquement de ma clôture. Vous savez que la clôture de notre président, parce qu'il avait une maison dans ma région, a été envahie il a été touché. La clôture a été touchée par cette tempête qui est arrivée. Cela veut dire que à tout moment, nous pouvons nous retrouver dans la mer. À tout moment. Quand je suis rentré, il y avait au moins 2 rangées de villas devant moi. Qui aujourd'hui n'existent plus pratiquement. Qui n'existent plus. Alors, mais c'est quand même curieux quand il y a de ces exemples, quand il y a de ces faits au niveau de ces pays-là, et pourtant les océans, au cours de cette conférence, M. Biaou était pratiquement oublié. Non, est-ce que les océans étaient oubliés? Les océans font partie intégrante du processus de l'élévation du niveau de la mer et du processus des changements climatiques. Parce qu'il y a ce qu'on appelle le courant des Canaries, le courant des Bengales, le courant du golfe de Guinée. Donc, les océans font partie intégrante du processus. Mais ce que vous voulez dire, c'est qu'au cours des négociations, est-ce qu'il n'y a pas eu des dispositions qui concernent la mer? À ce niveau, il y a eu un problème d'ordre technique. L'organisation maritime internationale, l'OMI, devait faire des productions intellectuelles, mettre à la disposition des négociateurs pour qu'on puisse prendre des dispositions, des mesures pour que l'océan soit intégré à l'accord de Paris. Mais cette disposition technique n'a pas eu lieu. C'est ce qui fait que quand vous prenez les 26 articles de l'accord de Paris, vous ne verrez pas un article spécifique sur les océans. Voilà. Alors, si c'est le cas, et si vous estimez donc qu'en filigrane, la question a été abordée, est-ce que vous pensez, au sortir de ces assises-là, 10 mois après aujourd'hui, M. Ackley, que des actions ont été engagées, puisque c'est vrai que l'accord de Paris n'est pas encore entré en vigueur. C'est vrai que déjà le mercredi, on nous apprend que déjà qu'un certain nombre de pays ont déjà signé, représentant déjà plus de 55% des pays émetteurs de gaz à effet de serre, que par conséquent, ces accords pourront donc entrer en vigueur. Mais est-ce que vous avez noté des actions déjà dans votre pays pour ce qui concerne la montée de la marée? Des actions à proprement parler, non. Il n'y a pas eu d'action depuis Paris. Il n'y a pas encore eu d'action. Mais il y a eu des approches. Actuellement, il y a des approches. J'ai participé il y a une semaine à un atelier organisé par la Banque mondiale qui a pris le problème à bras le corps en ce qui concerne les pays comme la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Togo, le Bénin et partiellement peut-être, parce que le Nigeria n'a pas encore rejoint le programme WACA, West African Coastal Assessment. Donc, bientôt, la Banque mondiale ayant lancé cette initiative, j'ai participé comme acteur à la mise en place d'un groupe d'acteurs. Je suis membre, j'ai été un peu l'initiateur du projet Alada 3000, que certainement nous allons revenir là-dessus au cours d'autres émissions, mais on m'a demandé de venir et j'ai présenté quelque chose. J'ai été le superviseur du rapport de l'UEMOA sur l'érosion côtière en Afrique de l'Ouest et j'ai supervisé l'élaboration du rapport concernant le Bénin. Et c'est ce rapport qui la Banque mondiale a pris pour examiner avec d'autres bailleurs, d'autres acteurs internationaux la question au niveau du Bénin. Comment nous allons mettre en œuvre l'accord de Paris? Nous en avons parlé un peu. Bon, je pense que d'ici là, ça va se mettre sur les rails. Comment on va mettre l'accord de Paris en œuvre? Oui.
il faut souligner qu'il ne faut pas mettre la charrue devant les bœufs. Ce que vous avez posé comme question, quelles sont les actions engagées depuis 10 mois? Oui. Non, la première action que les États doivent engager, c'est 1. Signer la convention, l'accord de Paris, et 2. Ratifier. Justement, il y a toute une série de calendriers. Oui. Puisque le 22 avril 2007 déjà, il y a une cérémonie au siège des Nations Unies, des chefs d'État y ont pris part. Est-ce que vous voulez dire par là que c'est juste la cérémonie de signature ou c'est la ratification? Il y a beaucoup de terminologie autour de cette cérémonie. De quoi s'agit-il concrètement? Bien. La première étape que les États doivent franchir dans leur engagement, c'est qu'après décembre 2015, à Paris, où l'accord a été adopté, le secrétariat des Nations Unies chargé du dossier doit mettre au propre le document et ouvrir l'accord à la signature. La cérémonie qui s'est déroulée à New York le 22 avril 2016, c'est l'ouverture à la signature. Et les États membres, les 195 dont vous venez de parler, ont 1 an pour aller signer ce document. Donc du 22 avril 2015 au 21 avril 2017. Au jour d'aujourd'hui, 177 pays ont déjà signé cet accord de Paris, dont le Bénin. Maintenant, conformément aux dispositions de l'accord et conformément aux négociations, pour que cet accord de Paris entre en vigueur, il faut qu'il soit ratifié par au moins 55 pays et que ça corresponde à 55% des émissions de gaz à effet de serre. Ce qui atteint... Maintenant, le compte fait hier, mercredi, 5 octobre 2016, il y a 73 pays, et le 73e pays, c'est le Canada, qui ont ratifié l'accord de Paris. Donc... L'accord est peut-être mis en œuvre et exécution déjà. Non. Les dispositions de l'accord disent qu'il faut 30 jours après la 55e ratification. Donc, nous devons compter 30 jours. D'habitude, c'est 1 an. Si on prend le cas de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, qui est la Convention mère, c'est 1 an après que c'est entré en vigueur. Et c'est les dispositions, les clauses finales qui prévoient cela. Donc, pour ce qui concerne l'accord de Paris, en principe, à partir du mois prochain, le mois de novembre, puisque nous sommes en octobre, ça devrait pouvoir entrer en vigueur. Donc, les différents engagements dont vous parlez, c'est à partir de ce moment que la mise en œuvre va commencer. Alors, mais est-ce que de façon pratique, quelque chose est prévu par la COP21 dans le cadre de la lutte contre l'avancée de la mer pour les pays de l'espace ouest africain? Oui, quelque chose est prévu, et non pas seulement pour les pays de l'Afrique, de l'espace Afrique de l'Ouest, c'est pour tous les pays qui sont menacés par l'avancée de la mer. Par l'avancée de la mer. Dans les stratégies définies par, non pas seulement la COP21, mais généralement dans le cadre de l'accord cadre même, il y a que les pays qui sont menacés devaient se trouver au niveau de 2 alternatives. Première, protéger ce qui a protégé maintenant. Mais aussi, deuxième alternative, la ligne de repli. Les pays qui n'ont pas suffisamment de moyens maintenant pour faire de grandes infrastructures de protection, ça souffrait que des pays comme les Pays-Bas sont dans la même situation, parce qu'eux autres, ils avaient trouvé des solutions à un moment donné pour exister. Mais avec le changement climatique et la montée du niveau marin, ils sont obligés de réajuster leur situation parce que personne ne sait où ça va s'arrêter. Personne ne sait où la montée du niveau marin va s'arrêter. Et cela veut dire aussi accroissement des mécanismes
qui amène la pluie dans nos régions. Parce que vous savez, vous avez parlé tantôt des océans. C'est de l'océan que s'évapore, que l'eau se soulève sous forme de vapeur d'eau. Oui, en tentant de retrouver ce mécanisme, professeur l'ambassadeur Biaou, quand on voit également cette volonté des populations à coûte que coûte se rapprocher de la mer, à développer beaucoup plus l'urbanisation au niveau des côtes, est-ce que vous ne pensez pas que c'est ce qui aggrave davantage la situation aujourd'hui? Oui et non. Oui, parce que conformément à la question que vous avez posée précédemment, oui, la COP 21 est dans la lignée de ce que prévoit la Convention cadre et le protocole de Kyoto. Et dans cette lignée, il est prévu des mesures d'adaptation et des mesures d'atténuation. Pour ce qui nous concerne ici au Bénin, c'est d'abord les mesures d'adaptation. Parce que dans votre introduction, vous avez dit que l'érosion côtière est un phénomène naturel. Mais aggravé par les infrastructures que nous érigeons sur le littoral et aussi aggravé par l'effet négatif des émissions de gaz à effet de serre, plus la fonte des glaces au niveau de l'Antarctique. Et c'est ce qui amène que le niveau de la mer augmente. Et pour les pays qui sont au niveau zéro comme le Bénin, nous sommes dans la situation de l'envahissement par les eaux marines. Mais pour ce qui nous concerne, et pour répondre directement à votre question, nous devons faire face à la stratégie de repli. Donc, ça va consister à faire quoi? Cesser d'ériger des infrastructures le long de la mer. C'est possible, ça? C'est possible, puisque déjà, en 1994, au moment où on a ratifié la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, on avait déjà proposé que le centre international de conférence qui est érigé là ne soit pas construit à ce niveau, mais à l'intérieur du pays, peut-être à Calavi, parce qu'on était dans le processus d'accueillir le sommet de la francophonie en 1995. Donc, dès 1994 déjà, il y a déjà des signaux d'alerte pour cesser de construire le long du littoral. Mais nous continuons de le faire. Et c'est au risque et au péril des générations montantes et futures. Parce que le phénomène va s'aggraver dans 25 ans, maximum 50 ans. C'est les générations qui seront en vie en ce moment, c'est eux qui auront à faire face à ça. C'est pour cela que dès maintenant, nous devons adopter la stratégie de repli pour que les infrastructures importantes qui sont là pour durer pendant des décennies, on puisse les faire à l'intérieur du pays et non sur le littoral. Mais voilà que nous avons quand même ces côtes-là qui servent quand même aux activités économiques, surtout les ports aussi bien installés à Lomé, à Cotonou, puis pour parler des ports plus rapprochés, que ce soit à Téma également au Ghana et pour parler d'Abuja au Nigeria. Alors, est-ce que vous pensez, M. Aké, que du fait de l'avancée de la mer, on doit détruire ces infrastructures et quitter le littoral complètement? On ne peut pas quitter le littoral complètement, mais il faut se mettre dans la logique de la création de villes nouvelles. Vous rappelez que Cotonou, en fait, n'existait pas jusqu'à l'arrivée des Occidentaux. C'était un petit village de pêcheurs. Mais aujourd'hui, c'est une ville tentaculaire. Elle est en train de devenir tentaculaire. Alors, nous devons nous asseoir et réfléchir à comment nous voulons notre pays. C'est nous-mêmes qui devons construire notre pays. Ce n'est pas le Cotonou que les colons sont venus installer parce qu'ils avaient besoin d'un endroit de villégiature et proche de la mer. C'est pourquoi ils ont défini cette ville-là de cette manière. Et ils l'ont tracée. Je voudrais utiliser l'expression du président Zissou, feu président Zissou, qui, lorsqu'il a vu le plan qu'on a tracé pour Cotonou, il a dit que l'ingénieur qui a conçu ça devait être un idiot. Parce qu'on ne peut pas faire un plan en damier pour une ville qui est située presque au niveau de la mer, et parce qu'à la moindre chose, Cotonou sera envahi et sera, n'est-ce pas, un lieu de choses.
raison pour laquelle nous avons pensé qu'il faut, en tant que Béninois, nous devons mettre notre génie créateur en service pour dire nous allons construire nos villes maintenant et non les villes côtes. Parce que nous n'avons pas de ville, il faut être honnête. On n'a pas de ville. Il faut construire les nouvelles villes. Ça peut commencer par n'importe quelle ville, hein, située sur le littoral. Mais nous avons pensé que, bon, et là, je dis que nous allons revenir sur le projet Alada 3000, qui est une initiative personnelle. Voilà. Non, pas personnelle, c'est une ONG. C'est des Béninois de l'extérieur, notamment ceux de la Banque africaine du développement, d'autres Béninois dans des organisations internationales, pendant que tout le monde courait pour construire, faire des villas à Cotonou, se sont dit, mais est-ce que nous n'allons pas nous arrêter un peu et regarder comment nous pouvons contribuer au développement, au progrès de notre pays en faisant autre chose que ce que tout le monde fait. C'est la raison pour laquelle nous avons approché les autorités d'alors. Nous avons même, au niveau des élections de 2006, nous avons fait une plaquette. Nous avons envoyé les plaquettes aux candidats de l'époque, candidats pour être président de la République, pour leur dire nos préoccupations, parce que déjà, même pour les jeunes, même s'ils voulaient s'installer à Cotonou, mais les carrés coûtaient déjà 50 millions, 100 millions, l'espace à construire. Et on se demandait, mais comment des jeunes qui arrivent sur le marché du travail vont faire pour se loger alors qu'il n'y a pas de grands ensembles comme en Europe, les HLM, etc. En tout cas, il n'en avait pas beaucoup. Donc nous avons pensé à cela. Je vais détailler ça. Je crois que la prochaine, quand on va consacrer une émission spécifiquement à ce projet Alada 3000, vous allez donc amplement revenir sur la question. Alors les bailleurs de fonds de la Banque islamique de développement et l'Organisation des pays exportateurs du pétrole se sont engagés à consacrer plus de 70 millions de dollars à construire des barrières de pierre, en commençant par une bande de terre de 7 km tout au long du littoral. Alors, l'ambassadeur Biaou, est-ce que vous êtes au courant de ce projet, par exemple sur les côtes béninoises? Est-ce que ça a pris corps et où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? Oui, je suis au courant de ce projet. Et ce qu'il faut retenir, c'est que en ce qui concerne ce projet particulièrement, la partie béninoise doit réfléchir en termes d'intégration. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Bénin, avec les autres pays de l'Afrique de l'Ouest, doivent collaborer pour mettre en œuvre un projet intégré de protection et de renforcement des infrastructures qui existent. Vous avez demandé si est-ce qu'il ne faut plus avoir de port. Non, nous ne pouvons pas ne pas avoir de port. Mais ce qu'il faut faire, c'est que conjointement, les États de l'Afrique de l'Ouest et même plus largement de la Mauritanie en Angola doivent mener des actions conjointes pour la protection. Parce que si c'est isolé, l'action isolée ne va pas durer parce que les autres, s'ils ne prennent pas les mêmes mesures, ça se reportera sur vous. Et ce que vous faites ici sera détruit par ce que l'autre ne fait pas. Donc c'est premièrement une action intégrée. Deuxièmement, c'est que localement, donc au niveau national, nous devons faire en sorte que les populations soient sensibilisées et comprennent que nous n'avons plus intérêt à continuer à vivre au bord du littoral, mais engager un processus de stratégie de repli. Et ceci de manière progressive, parce que ça ne peut pas se faire brutalement. Alors, M. Aclon, on va finir cette première partie de notre émission. Vous pensez qu'aujourd'hui, il y a possibilité d'aller chercher du sable au niveau du continent pour venir combler le littoral? Oui, il y a eu diverses... Très brièvement. Oui, diverses approches de cela. Les gens pensaient par exemple que le sable du désert peut être pompé pour venir combler le déficit de sable qu'il y a sur les côtes. Il y a eu des gens qui ont pensé à cela. Bon, mais il faudrait véritablement approcher la faisabilité de la chose pour vraiment se prononcer. Quelle serait la faisabilité? Il y a des pays comme le Nigeria, qui ont pompé du sable de l'intérieur pour venir compléter ce qui a été érosé à Victoria Land à Lagos. Et
Bon, ce travail-là, il faudra qu'on s'asseye dans le cadre régional, comme vient de dire l'ambassadeur Biaou. Quelle est la faisabilité de cette approche, par exemple? Parce qu'il est possible, parce que le sable, effectivement, c'est une mer aussi. C'est une véritable mer. Le sable peut-il nous aider? Il y a les constructions à continuer. Comment peut-on utiliser ce sable du désert pour continuer de fabriquer des briques sans toucher au sable du littoral? C'est une interrogation, mesdames et messieurs, c'est donc le premier débat du jour. Nous allons donc retrouver la suite de cette émission après ce nouveau point de l'actualité. Voici le flash. Des blocs de pierre projetés sur les routes isolent mercredi 4 localités côtières dans l'est de Cuba du reste de l'île. Au lendemain du passage de l'ouragan Matthew, la province de Guantanamo a été violemment balayée mardi soir par de fortes averses, de vents violents atteignant jusqu'à 220 km/h et d'importantes lames de fond provoquées par Matthew qui a quitté les côtes cubaines dans la nuit pour se diriger vers les Bahamas. Le bureau d'assistance au désastre à l'étranger, une branche de l'agence américaine USAID, a mis sur pied une équipe pour aider les plus pauvres pays des Amériques, alors que le puissant ouragan Matthew a atteint Cuba, laissant au moins 7 morts en Haïti et en République dominicaine. Le puissant ouragan a détruit en Haïti des dizaines de maisons et entraîné l'évacuation de plusieurs milliers d'habitants. Un bibendum, bardé de sacs en plastique remplis de ses ordures, se promène dans New York depuis 2 semaines. C'est Rob Greenfield qui espère attirer l'attention sur la quantité de déchets générés par les Américains. Depuis plus de 3 ans qu'il s'est lancé dans l'activisme, Rob Greenfield dit avoir vu de nombreuses mentalités évoluer, mais les changements touchent plutôt la nature de ce qui est consommé que les quantités. Voilà, le débat se poursuit sur Sika, l'érosion côtière. C'est exacerbé par l'élévation du niveau de la mer qui provoque un recul de la côte sur une distance de 5 à 25 mètres par an, engloutissant donc des centaines d'hectares de terre et emportant des infrastructures diverses. Cette situation cause le déplacement forcé de population, engendre des problèmes d'occupation de l'espace, la prolifération des habitations précaires en zones non constructibles et porte également atteinte à la diversité culturelle. De même, le littoral du Togo constitue le plus important pôle économique, par exemple, du Togo, puisque ça fait 50% du PIB et une grande plaque tournante de l'économie sous-régionale. Nous sommes là au Togo. Alors que faire pour faire face à cette situation préoccupante? Je vous propose de retrouver nos invités sur ce nouveau sujet après cette virgule. Le débat, c'est avec le docteur Moïse Marcelin Aclé, qui est l'ambassadeur Rogatien Biaou. Disais-je, nous étions donc dans le Togo, dans l'introduction, que la situation au Togo est préoccupante. Moïse Aclé, qu'en est-il dans votre pays? Est-ce que vous sentez véritablement que les populations sont menacées? Parce qu'il paraît qu'il y a une localité qu'on appelait Plakodi, tout comme la zone des ambassades dans le quartier, à Akpakpa également, quartier Jacques. Vous avez dit à l'entame de cette émission que votre maison aussi est proche de la mer. Vous vous situez dans ces zones aussi menacées par la mer? Évidemment, je suis la maison la plus au bord de la mer maintenant. Je suis dans cette situation-là et j'essaie d'agir dans le cadre de l'ONG qui a été reconnue pour ce travail-là, pour la protection, pour la sensibilisation à la protection, c'est-à-dire le FULAM, le Front uni contre l'avancée de la mer. FULAM, qui est un acteur important, mais c'est une ONG, mais nous avons beaucoup fait en tant que tel. Je suis le responsable à l'environnement du FULAM. Et ma maison est menacée, là, comme beaucoup d'autres maisons dans la zone. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons continuer la sensibilisation. Nous allons faire en sorte que le peuple, tout le pays sente qu'il y a un problème. Le problème, il n'est pas seulement à Cotonou. Grand Popo, la bouche du roi, à partir de travaux qui ont été faits au Togo, à Nécho, et il a conduit toutes ces zones-là sont menacées, véritablement menacées. Donc les capitales sont véritablement menacées. Tout à fait. Rogatien Biaou, l'ambassade. La situation, ce n'est pas seulement à Cotonou. Non.
Si on prend le cas de Grand Popo, la vieille ville de Grand Popo n'existe plus. Que ce soit l'école, que ce soit le dispensaire, cimetière, etc. Ça a disparu depuis les années 80. Le processus a commencé dès la seconde moitié des années 70 et progressivement, toute la vieille ville de Grand Popo a disparu. La ville de Grand Popo actuelle que nous connaissons, c'est une nouvelle ville qui a été construite par les populations. Donc, ce qui veut dire que nous avons déjà eu des signaux pour prendre des mesures afin que l'érosion côtière ne devienne pas un problème grave. Aujourd'hui, la situation, elle est plus que préoccupante, elle est inquiétante. Mais est-ce que vous sentez les autorités se préoccuper vraiment? Mais oui, il y a les autorités, comme je l'ai dit tout à l'heure, doivent agir dans un cadre intégré. Ce que nous faisons de façon isolée au niveau national, ce n'est que des gouttes d'eau. Nous parlons de la mer. Si tu mets que des gouttes d'eau dans la mer, tu ne sentiras pas l'effet. Donc, il faut des actions plus énergiques, mais en collaboration avec les autres pays menacés également. Alors, docteur Aclé, on apprend également qu'au Bénin, des personnes, des habitations construites quand même en terre ferme ou sur le continent carrément, sont aujourd'hui menacées également parce que simplement on va chercher du sable là-bas. Oui, et c'est le cas de Koumbé. Koumbé qui... Vous connaissez la localité aussi? Je connais, puisque c'est dans les... Après Agla, enfin dans les parages d'Agla, les gens enlèvent du sable. Et il y a eu déjà des protestations. J'ai participé au séminaire Entre-temps, on a créé ce qu'on a appelé le Haut Conseil pour la réhabilitation de la ville de Cotonou. Et ce mécanisme ou cette institution non gouvernementale a alerté tout le monde sur ce problème du dragage du sable qui finalement met en péril les bâtiments. Parce que c'est dans le quartier. C'est dans le quartier, les gens draguent du sable. Naturellement, ça ne peut qu'agir sur les fondations des bâtiments qui ont été construits dans cette zone-là. Il y a une dame qui est allée me voir pour dire comment nous allons faire pour faire connaître les préoccupations des populations à ce sujet-là. Moi, j'ai dit, il faudrait qu'on resensibilise correctement la mairie, parce que c'est la mairie qui doit mettre un terme à ça. Forcément, sinon, les gens vont continuer de construire, ils vont chercher des matériaux de construction là où ils peuvent en trouver, et c'est le cas en faisant du dragage de sable pour pouvoir expliquer que oui, il leur fallait, puisqu'on a interdit l'utilisation du sable marin qui est sur le littoral. Vous vous rappelez qu'après, après le quartier, le 13e arrondissement, les gens avaient installé des carrières de sable et on a interdit. Il y a une loi du pays qui a interdit le ramassage du sable, aussi bien dans cette zone dont je parle qu'à Semen-Podji. À Semen, les camions allaient chercher du sable. Et on a arrêté ça. Heureusement qu'on a fait au moins cet effort-là. Mais la suite des événements, j'ai appris qu'il y a des gens qui, la nuit, se présentent sur les plages et fabriquent des briques sur les plages à l'insu de tout le monde. Et ils revendent ces briques-là. Alors, il va falloir une vigilance beaucoup plus accrue pour que ce genre de choses ne se produisent pas. Certains m'ont dit, oui, non, c'est déjà définitivement. J'ai dit non. Je connais des gens qui sont venus se plaindre à moi pour dire qu'il faut qu'on organise la surveillance parce que déjà, nous, Béninois, nous sommes ce que nous sommes. Même si on interdit, on a toujours les voies de contournement pour faire ce qu'on refuse. Ambassadeur Rokassin, vous avez été également ministre des Affaires étrangères dans ce même pays, le Bénin. Pourquoi vous pensez que les autorités au plus haut niveau ne peuvent pas se préoccuper d'une question aussi brûlante? Non, les autorités se préoccupent. Maintenant, c'est le suivi des décisions prises. Puisqu'il y a une décision d'interdiction du dragage du sable marin. Maintenant, quelles sont les mesures prises pour faire appliquer cette décision prise par les autorités gouvernementales? C'est là où le bas blesse.
Ah, mais ça, c'est le sable marin, mais au niveau du sable continental, puisque nous sommes dans une zone aujourd'hui menacée aussi bien par le dragage du sable, mais également par la mer, puisque Godobé, Dekoubé, c'est aussi proche de la mer, Togbin. Alors, à partir de cet instant, pourquoi ne pas, avec la force dont l'État dispose, empêcher le phénomène? Pour empêcher le phénomène, il faut que les décisions d'interdiction soient accompagnées de mesures de protection de la dégradation de l'environnement et, comme le dit le docteur Aclé, des mesures de réparation, donc de réhabilitation des zones déjà dégradées par le dragage du sable marin. Deuxièmement, puisque nous sommes dans un processus, le processus doit pouvoir se faire en intelligence avec les autorités locales, parce que les élus locaux sont les premiers concernés pour la mise en œuvre des décisions prises au niveau national. Et troisièmement, les populations doivent être associées. Pour ce qui concerne le dragage de sable sur terre ferme, la zone ou les sites identifiés, on doit, avant de commencer l'exploitation, mettre en place les mesures qui empêchent la dégradation de l'environnement. Et on doit aussi parallèlement utiliser le sable fluvial, parce qu'on peut faire aussi le dragage du sable fluvial. Déjà dans l'Ouémé, il y a certaines populations qui utilisent déjà le sable du lac Nokoué et de la vallée du fleuve Ouémé. Donc, on a plusieurs possibilités, mais cela doit être organisé et contenu dans une loi. Donc vous pensez que ces mesures peuvent sauver les côtes de l'Atlantique face à l'érosion côtière. Mais est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'il y a d'autres possibilités, ne serait-ce qu'au niveau des humains, pour arrêter le phénomène? Oui. La première des possibilités, c'est d'amener les populations à ne plus construire dans les zones marécageuses. Deuxième possibilité, mais nous sommes dans une zone de mangroves. Et les mangroves sont systématiquement dévastées. Or, en les dévastant, la question de sédimentation est en même temps provoquée. Ces plantations de mangroves servent en réalité de barrières. Mais en les détruisant, nous enlevons ces barrières et nous aggravons la dégradation de l'environnement dans les zones humides. Parce que la zone méridionale du Bénin est une zone humide. Or, il y a la convention de Ramsar sur les zones humides qui nous permettent de prendre des dispositions pour lutter contre cette dégradation. Alors, docteur Marcelin Moïse Aclé, vers une réflexion sur un possible repli stratégique, vous l'avez évoqué ici à travers un projet de relocalisation, de reconstruction de nos villes. Vous avez dénommé Alada 3000. Pourquoi vous avez appelé ce projet ainsi? Oui, nous avons... Sans aller dans les détails. Oui, Alada, pour nous, est situé sur le plateau, qu'on appelle plateau d'Alada d'ailleurs. Ce plateau est le plus important, enfin cette zone est la plus importante où il y a de l'espace qu'on peut négocier pour faire une ville nouvelle. Ville nouvelle, Alada, devrait être l'occasion pour décongestionner Cotonou. Mais est-ce que les autorités locales vous ont déjà donné leur quitus? Ils sont avec nous, ils travaillent avec nous au moment où je vous parle. Et le président de la République? Le président de la République sera, à un moment donné, nous allons aller le rencontrer pour qu'il sente lui-même que les autorités d'Alada, que nous avons identifiées comme un possible site de retrait, de repli, parce qu'il s'agit de repli, pour créer de nouvelles infrastructures urbaines, sinon l'une des meilleures, si nous nous y mettons correctement. Et de manière à ce que le président de la République soit sensibilisé à la question. Mais on ne peut pas aller le voir sans les autorités locales. Nous sommes en train de prendre les dispositions pour le rencontrer.
Ambassadeur Rogatien Biaou, on va sortir donc de cette émission. Est-ce que vous pensez que le repli tactique ou stratégique dont vous avez parlé au cours de cette émission consiste effectivement à la construction d'une ville nouvelle et de laisser donc Cotonou aux activités économiques et portuaires? Ah là, vous êtes en train d'extrapoler la pensée des initiateurs du projet. Non, la construction de villes nouvelles, c'est une chose, mais nous devons aller au-delà d'une construction de villes nouvelles, mais pour avoir des cités environnementales. Donc des cités qui se situent dans le concept du développement durable. Donc, et pour les villes qui existent déjà, telles que Cotonou, c'est de prendre des mesures de protection et de renforcement des infrastructures qui existent. Si nous n'allons pas dès maintenant dans la prise de ces mesures, nous sommes beaucoup plus exposés surtout pour les générations montantes et futures. Si nous voulons que la ville de Cotonou existe encore dans 100 ans, c'est dès aujourd'hui que nous devons prendre les mesures qui s'imposent. Voilà, prendre donc les mesures qui s'imposent, c'est donc votre conclusion. C'est l'ambassadeur Rogatien Biaou. Merci donc d'avoir répondu à notre invitation pour partager vos réflexions sur l'avancée de la mer. Également, Dr Moïse Marcelin Aclé, géo-environnementaliste, climatologue. Merci également d'avoir répondu à notre invitation. Mesdames, Messieurs, ce sera donc tout pour l'émission Angle de vue pour le compte de ce jour. Merci à chacun de nous avoir suivis et à très bientôt. Merci.